Alors évidemment, il y a une symbolique des couleurs. Elle n'est pas la même, encore une fois, d'une région à une autre. Il y a des changements. Il y a 4 couleurs vraiment importantes. C'est le noir, le blanc, le jaune et le rouge. Alors, le jaune et le rouge sont habituellement liés à la course du soleil. Le jaune qui est le lever du soleil et le rouge qui est le coucher de soleil. Donc souvent, le jaune est lié à l'est et le rouge à l'ouest. Par contre, le noir et le blanc vont changer. Souvent, dans les populations justement du sud, le noir est considéré comme le nord, le blanc est considéré comme le sud. Alors que si vous allez justement dans la région des Grands Lacs, il y a une inversion. Pourquoi? Eh bien parce qu'évidemment, pour eux, le nord, c'est la neige, c'est donc ce qui est blanc. Le sud, c'est la chaleur et c'est donc ce qui brûle. Et donc, c'est associé au noir. Et donc, ces 4 couleurs sont habituelles, on les retrouve un peu partout, dans toute l'Amérique. Après, évidemment, il y a des couleurs qui sont spécifiques à certaines régions en fonction de ce que l'on trouve. Le vert est souvent symbole de vie, comme le bleu, symbole de l'eau, qui est donc des éléments de vie, puisqu'évidemment, pour les agricultures sans eau, ce n'est pas possible d'avoir une agriculture convenable, et donc il y a différents éléments comme ça qui vont être pris spécifiquement. De manière générale, le rouge est aussi évidemment associé à la vie, parce que associé à la couleur du sang, et donc de tout ce qui est bénéfique d'un point de vue rituel aussi. Par exemple, chez les Indiens des plaines, les calumets sont souvent une pierre rouge parce que c'est un symbole de vie. Donc c'est vraiment des éléments qu'on va retrouver dans toutes les régions, mais évidemment en fonction des couleurs et des lieux, ça va changer. Par exemple, à Côte-Nord-Ouest, le noir est très important. Pourquoi le noir est très important? Parce que le corbeau est très important, et le corbeau est noir. Et pourquoi est-il important? Parce que c'est lui qui a sauvé le soleil qui était emprisonné et qui a rapporté le soleil sur la terre. Donc il y a vraiment une symbolique des couleurs, mais qui est liée à une cosmogonie et une explication générale du monde. Alors il faut savoir que les populations amérindiennes en général sont des populations qu'on appelle animistes, c'est-à-dire qu'elles donnent une âme à différents objets, lieux, animaux. C'est comme ça qu'ils construisent ensemble leur monde, avec ces 3 registres, l'inframonde, le monde terrestre et le monde céleste. Ça c'est la base, c'est quelque chose que l'on retrouve à peu près partout. Le chaman a cette importance, c'est que c'est un être doté de pouvoirs surnaturels qui va permettre ce voyage entre ces 3 mondes et pouvoir contacter les esprits notamment. Alors, la majorité des populations d'Amérique du Nord ont des chamans, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'homme médecine, ou le simple guérisseur. Donc si vous êtes tombé, vous êtes fracturé la jambe, pas besoin de faire appel à un chaman, il faut réduire la fracture et mettre des emplâtres. Okay? Le chaman va vraiment être important, lui, pour des maux qu'on ne parvient pas à identifier. Quelqu'un qui est malade, une malchance à la chasse, une sécheresse par exemple qui touche tout l'ensemble de la population, on va faire appel à ce chaman qui va, par son voyage, qui peut être un voyage aussi, ce qu'on appelle extatique, c'est-à-dire qu'il va prendre des substances, va permettre de contacter les différents esprits et connaître l'origine du mal. Et en connaissant cette origine du mal, il va essayer de guérir. Alors il existe une très très grande variété. Certains vont fixer le soleil, certains vont fixer le feu pour entrer en transe, d'autres vont jouer du tambour. Certains vont enlever la maladie en venant avec un petit osselet sucer, aspirer en quelque sorte la maladie du corps. Il y a vraiment une très très grande variété. Et il y a aussi ce qu'on appelle des temps à sudation. Donc on va transpirer normalement pour se libérer de tout ce qui est néfaste en soi. Donc il y a vraiment une très très grande variété. Mais le principe même est bien celui-là, c'est que ce chaman va voyager d'un niveau à l'autre. Et le but, c'est évidemment aider la population. Et c'est ce qu'on a ici, notamment avec ces poupées Kachina, qui sont en fait la matérialisation de ces esprits. Donc il existe un esprit de l'eau, du cactus, du maïs, des choses comme ça. Et donc lors de certaines fêtes, notamment ici au solstice, déguisés, on va venir pour célébrer et on va offrir ces petites poupées aux enfants. Donc les enfants vont comme ça connaître l'ensemble des esprits qui existent. C'est un peu comme si on avait une fête chez nous et que lors de cette fête, on vous offrait un Saint-Christophe, un Saint-Sébastien, ben vous commencez à connaître qui est qui et vous savez pourquoi on l'invoque. Donc c'est un peu le même principe
Et en fait, ceux-ci sont des ancêtres mythiques. Il y a aussi un grand voyage. Lors de ces voyages, des gens se sont sacrifiés, sont morts, et sont venus des ancêtres puissants qui vont aider justement la population à garder, en somme, une unité, une sorte d'équilibre dans la société. Donc le chaman, c'est véritablement ça, c'est celui qui va maintenir l'équilibre entre tous les êtres. Il faut savoir, dans toutes ces populations-là, l'humain n'est pas au sommet de la chaîne, mais doit faire partie de cet équilibre général. Alors les Amérindiens ont laissé évidemment pas mal de traces dans nos sociétés. Il faut quand même bien répéter que les Amérindiens ne sont pas morts. Il en existe encore plus de 2,5 millions en Amérique du Nord, donc ils sont toujours présents. Ils nous apportent quand même beaucoup de choses sur leur culture, sur leur art. D'un point de vue spécifique, ils nous ont laissé quand même des mots de vocabulaire, déjà. On n'est pas sans savoir que le mot kayak, anorak, igloo sont des mots inuits, mais que vous-même vous connaissez quand même pas mal de mots amérindiens, tels que tipi, sachel, manitou, mocassin, par exemple, et des mots plus géographiques, si je puis dire, comme des noms de rivières, par exemple, comme Mississippi, puisque Missi, ça veut dire grand, Mississippi veut dire la rivière. Donc voilà, c'est la grande rivière, on le savait. Donc il y a quand même aussi toute une toponymie qui est restée et qui est importante. Alors, d'un point de vue technologie, bien évidemment, ils avaient développé différentes possibilités par rapport à leur paysage. Il faut savoir que dans le Grand Lac canadien, on dit toujours Grand Lac canadien, bon, il y a en fait beaucoup de lacs, et il est beaucoup plus facile de se déplacer via les lacs et rivières que via les forêts. Et donc ils ont mis au point le canoë. Ici on a un modèle réduit qui est un assemblage de grandes écorces de bouleau assemblées pour faire une embarcation qui est très légère et qui permet de se déplacer très facilement. Du côté du Grand Nord, ils ont inventé le kayak qui va permettre de se déplacer, qui sont des plots tendus sur la pointure. Et ils vont nous laisser aussi des inventions importantes comme la raquette qui permet de se déplacer sur des surfaces neigeuses. Et il existe plusieurs types de raquettes en fonction du type de neige. Je ne suis pas grand spécialiste de la neige, mais il existe des neiges dures, poudreuses ou autres, et à chaque type de neige, il y aura évidemment sa raquette. Alors d'un point de vue beaucoup plus général, par exemple, on sait beaucoup de types de pensée, mais aussi d'un point de vue connaissance de la flore et des animaux, aussi une très grande connaissance qui est utilisée encore de nos jours, notamment dans le service pharmaceutique, puisque l'acide salicylique, notre fameuse aspirine, eh bien c'est toujours en somme de la sève de saule qui était utilisée déjà à l'origine par les populations pour guérir les problèmes de migraine ou les douleurs liées aux règles, par exemple. Il y a différentes racines d'écorce. Alors d'un point de vue un peu moins gentil, si je puis dire positif, ce sont aussi les premiers à cultiver le tabac pour pouvoir le hacher et le fumer. Alors, sans cette connaissance-là, on aurait probablement jamais fumé du cigarette, parce qu'effectivement c'était quelque chose qui était devenu courant d'avoir cette fumée. Il faut savoir que le tabac, aujourd'hui, il est traité, il est conditionné, et il n'a pas beaucoup d'effets, mais le tabac originel, sauvage, permet aussi la transe, parce qu'il nous emporte assez loin, et cette transe était aussi très très importante pour pouvoir communiquer avec les esprits. Donc il y a beaucoup d'apports à la fois technologiques, de vocabulaire, de modes de pensée, mais aussi dans la culture de certaines plantes. C'est le cas aussi par exemple du topinambour, qui cultivait déjà le topinambour. Voilà, c'est différentes plantes que vous ne connaissez pas évidemment et que maîtrisait déjà. Alors le traitement va être différent forcément en fonction des époques, parce qu'on ne va pas traiter l'Indien de la même manière au début qu'à la fin. C'est-à-dire qu'au début, on va quand même, puisqu'on est peu nombreux, on ne va pas chercher la misère, on va quand même essayer d'avoir des bons liens. C'est ce qui va amener d'abord à des vrais liens qui vont se créer. On voit au départ dans Pocahontas plus ou moins, mais c'est aussi les éléments que l'on voit dans la fête traditionnelle américaine
s'appelle Thanksgiving, où on ouvre une dinde. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existait une petite colonie dans le Massachusetts qui était en train de crever de faim et qui a été aidée par les Indiens. Donc ils ont recueilli ces colons, ils les ont aidés, ils ont partagé leur nourriture, c'est comme ça que cette population a pu être sauvée. Donc au départ, ça se passe plus ou moins bien, mais plus il y a de colons, plus il y a de familles, plus il y a des gens qui veulent s'étendre, plus les Indiens sont en fait gênants. Et donc on va vouloir s'en débarrasser, et il va y avoir des traités qui seront rarement respectés par les Blancs, et puis il y aura la mise en réserve de ces populations afin de leur délimiter un territoire auquel ils n'auront pas le droit de sortir. Ça va se passer plus ou moins de la même manière au Canada, mais de manière beaucoup plus, entre guillemets, sympathique, parce que c'est pas vraiment sympathique non plus. Il y aura des mises en réserve, mais qui seront des réserves qui seront des territoires délimités, mais suffisants pour la vie de ces Amérindiens, et ne seront pas déplacés. Aux États-Unis, on déplace beaucoup les populations lorsqu'elles nous gênent. Alors, le territoire, évidemment, s'est réduit à peau de chagrin. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, si on considère l'entièreté du territoire qui fait 100%, actuellement, il y a moins de 11% des terrains qui sont propriétés des Indiens, sur lesquels ils ont une juridiction, sur lesquels ils ont des droits et sur lesquels ils ont des particularités économiques et juridiques. Donc, ils sont gestionnaires, mais néanmoins doivent rendre des comptes. Donc, ils ont une police tribale, par exemple. Ce ne sont pas des territoires qui sont considérés comme des terrains qui appartiennent au gouvernement américain, et donc les lois ne sont pas les mêmes. Donc actuellement, dans l'Ouest américain, les populations amérindiennes s'en sortent très bien, dans le sens où les règles ne s'appliquant pas à eux, ils ont ouvert sur beaucoup de leurs réserves des casinos. Ces casinos rapportant de l'argent, énormément d'argent, que des Blancs viennent dépenser. Ça rapporte tellement d'argent qu'une grosse partie des bénéfices sont répartis sur l'ensemble de la communauté, et ils ont pu s'acheter aussi beaucoup de choses, dont une bonne scolarité, mais aussi des hôpitaux avec des appareils à la pointe de la technologie. Donc c'est assez amusant, cette sorte de renversement, dans le sens où certains groupes amérindiens s'en sortent mieux que d'autres et ont une vision plus capitaliste de la chose. Et maintenant, il y a des Blancs qui viennent se faire soigner dans les hôpitaux qui se trouvent sur les réserves indiennes parce que les qualités des soins et des appareillages sont meilleures. Donc voilà, il y a parfois des côtés surprenants à cette colonisation, mais il faut quand même se considérer que c'est une colonisation très largement négative pour ces Amérindiens. Leur population, qui était estimée à 5 millions d'individus au tout début, s'est réduite à un moment à moins de 500 000. Maintenant, la population grandit un peu. Et des problèmes juridiques aussi. À savoir que l'Amérindien n'a pas le même statut juridique que les autres, et donc ne va pas être traité de la même manière encore aujourd'hui. C'est le cas au Canada. Alors, ce que des gens retiennent, c'est que les Indiens ne payent pas les taxes, une partie des taxes provinciales, parce qu'ils ont droit justement à ce privilège-là. Mais bon, on sait très bien qu'il y a une très grande discrimination à l'embauche, par exemple, des Amérindiens. Donc l'un dans l'autre, c'est pas terrible. Ils reçoivent ce qu'on appelle le BS, le chèque de bien-être, qui est une sorte de minimum de revenu, de minimum d'insertion sur leur réserve, ce qui permet de les maintenir sur leur réserve. Et donc, c'est une politique très très colonialiste, dans le sens où on les maintient un petit peu en réserve et on n'aime pas trop qu'ils viennent. Et puis alors, il y a le statut des entre-deux, si je puis dire, qui est un statut juridique particulier qui est métis, qui est donc le père ou la mère qui est indienne, et qui va donner un statut encore une fois différent au Canada, avec un traitement très différent. Donc, la colonisation et le statut même de l'Indien, sur 3 ou 4 siècles de colonisation, a fort évolué en étant soit l'Indien qu'on doit tuer, soit dont on doit se débarrasser, que l'on va mettre en réserve, et qui encore aujourd'hui garde un statut très particulier. Et aux États-Unis comme au Canada, il existe un ministre des Affaires indiennes, qui montre bien que c'est une catégorie encore à part dans la société et qui est traitée de manière à part.